Bonjour à tous et bienvenue à Éric Branca, qui est journaliste, qui a la passion de l'histoire et de la politique, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur De Gaulle, et ce qui l'a amené à écrire sur l'Amérique. Vous aviez écrit un livre formidable sur l'amitié franco-américaine, qui n'a jamais été une amitié facile, et aussi à explorer des aspects un peu connu finalement de l'ennemi, du nazisme. Et ce n'est pas un hasard si vous publiez aujourd'hui cette enquête qui s'appelle le roman des damnés, qui est une enquête sur les nazis qui se sont mis au service des vainqueurs, finalement, si on doit résumer, après 1945. Oui. C'est-à-dire que je parle là, j'ai fait le choix de parler de gens peu connus, mais sauf un ou deux, dont Albert Speer bien sûr, mais de gens peu connus, mais qui ont été des décideurs éminents sous le Troisième Reich, des concepteurs, et qui sont non seulement passés au travers des mailles du filet, mais qui ont été récupérés, alors majoritairement par les Américains parce qu'ils se trouvaient en zone d'occupation américaine, mais également, je parle du général Paulus, le vaincu de Stalingrad, qui lui s'est mis de façon éhontée au service des soviétiques. Oui, mais avait-il encore le choix? En tout cas, c'est un livre qui va à la fois réconforter et redonner de l'espoir à ceux qui font la guerre en la sachant perdue, et qui va désoler tous ceux qui croient à la justice en ce bas monde, parce qu'il n'y a pas de justice sur Terre. Et vous avez appelé ça le roman des damnés, c'est publié aux éditions Perrin. Et on va donc parler de ce nouveau monde qui a été offert à ceux qui avaient servi Adolf Hitler. Et parce que l'histoire est parfois écrite aussi à l'avance, et qu'on l'écrit au futur simple, on va parler du roi Charles d'Angleterre, de Charles, l'époux de Camilla, qui aura répété son rôle durant toute une vie et qui attend maintenant de monter sur scène à son tour. Charles est un damné d'un autre genre. Il n'a rien fait de mal, mais il est condamné par sa naissance. Et c'est l'un des inconnus les plus célèbres du monde. Et Michel Faure, qui est lui aussi journaliste, historien et anglophile, nous rejoindra. Il vit dans une île qui n'est pas Sainte-Hélène, qui n'est pas l'île d'Elbe, qui n'est pas l'Angleterre, mais il est avec nous par la magie d'Internet. Donc d'abord cette galerie de portraits, avec... ils sont 12, comme les apôtres. Ils sont 12, on a choisi 12. On aurait pu faire plus, mais à l'intérieur de chaque récit, évidemment, je parle d'une foule d'autres personnalités, secondaires ou pas d'ailleurs, mais il faut bien des têtes de file. Alors ce qui est formidable, c'est que c'est effectivement une plongée dans le Troisième Reich, dans les rapports de pouvoir, et on se rend compte que, comme toujours quand on plonge dans le réel, rien n'est véritablement simple. Tout est même très compliqué. La simplicité, c'est le mensonge, il faut le dire. Le mensonge. Le mensonge absolu, le plus grand menteur étant Albert Speer, qui, rappelons-le... Alors, vous commencez avec lui. Oui. Et vous décrivez un type absolument épouvantable, parce que c'est un faux humble, c'est un dissimulé, c'est un manipulateur, c'est un menteur éhonté. Et bon, c'est l'un des seuls condamnés de Nuremberg qui n'a pas eu droit à la potence. Alors qu'il est inculpé et reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, quand même. Oui, mais c'est l'un des seuls dans le livre qui purge 20 ans de prison. Qui fait 20 ans de prison. Absolument. Voilà. Il n'est pas condamné à mort, mais quand même il purge. Il purge 20 ans. Il purge 20 ans parce que, et c'est la grande curiosité de la biographie d'Albert Speer, c'est qu'il prépare, avant même la fin de la guerre, avant de se livrer aux Américains, il prépare son propre dossier d'accusation. C'est-à-dire qu'il sait dès 1943 dès 1943, il commence à trier ses archives qui sont considérables. Et vous savez que sa responsabilité est éminente. C'est un criminel de guerre authentique, puisque on ne parle de lui comme l'architecte d'Hitler. Bon, ça... oui, l'architecte, c'est un petit côté artistique. Alors qu'en fait, c'est un esclavagiste absolu. Un esclavagiste. J'ai appelé mon chapitre le technocrate esclavagiste, car c'est le symbole même du technocrate, extrêmement efficace, puisqu'il permet à l'Allemagne de continuer la guerre au-delà de ses limites. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, mais qui n'y parvient que par l'emploi d'une main-d'œuvre d'esclaves, de plusieurs millions de personnes de déportés qui vont mourir dans des conditions épouvantables. Il le savait parfaitement, et il va, dès avant la fin de la guerre, dissimuler les preuves de cette horreur. Alors, il les dissimule, et quand il sort,
20 ans après, il fait une conférence de presse, etc. Voilà. Il publie ses mémoires. Bon, c'est un homme sur le plan humain répugnant, avec sa famille. Une hypocrisie effarante. Il était abominable avec ses proches. Et en fait, il donne ses droits d'auteur au Congrès juif mondial. Une partie de ces droits d'auteur, tout en continuant, et ça a été découvert il y a très peu de temps, à s'enrichir à partir de ventes d'œuvres d'art qu'il avait volées aux Juifs pendant la guerre. Avant de se rendre aux Américains, il met de côté, dans une banque de Hambourg, des toiles formidables qu'il avait volées à des gens qui sont morts. Et qu'il avait confié à un de ses beaux-frères. Et qu'il avait confié. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'il est d'une duplicité jusqu'au bout Total. abominable. Total. Ouais. Et l'histoire, finalement, l'a plutôt épargné. Alors ça, c'est le technocrate. C'est le crime, mais sans avoir... on a du sang sur les mains, mais on n'en a pas sur son pantalon, si Tout j'ose à fait. dire. Après, vous avez des hommes de force. On va faire leur portrait. Avant de rejoindre notre ami Michel, qui est à Ibiza, on dit tout. Il est au Baléares, il se la coule douce. On va parler de ces portraits de ces hommes qui se sont recyclés, à qui la vie a donné très injustement une seconde chance. Mais c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que on leur donne une seconde chance, non pas en passant l'éponge, mais au contraire en misant sur les qualités qu'ils ont démontrées au service des nazis. Alors, et c'est ça le plus stupéfiant en fait, parce que aujourd'hui encore, nous avons des anciens gardiens de camp qui, 75 ans après, sont de très vieux messieurs, qui étaient donc des débutants dans l'existence quand ils ont été gardiens de camp, et que l'on traîne devant les tribunaux. Ils sont aujourd'hui, paraît-il, une dizaine d'anciens nazis qui sont soumis à des instructions judiciaires en Allemagne, même s'ils dont l'ancien comptable d'Auschwitz, qui était comptable d'Auschwitz. Le dernier arrêté est un ancien gardien du camp de Sachsenhausen. Il est poursuivi pour complicité de meurtre de détenus. Il a quand même 101 ans. Hein, c'est pas rien, et ça lui est arrivé, donc il était gamin. Alors, on commence donc, on vient de voir Albert Speer, comme ça vous le prononcez. Speer, hein, le faux humble. Walter Schellenberg, lui, c'est le gentleman assassin. Alors, Schellenberg, c'est encore un autre cas de figure. Schellenberg, lui, savait tout sur, entre autres, sur les compromissions de la monarchie britannique du temps d'Édouard VIII. C'est le maître chanteur. Voilà. Et il est, lui, sauvé non pas par les Américains, mais par les Britanniques, qui le débriefent à la fin de la guerre et qui lui offrent une retraite dorée. Il meurt sur les bords du lac de Caume en 1950. Pour dire à quel point lui est un criminel endurci, c'est l'homme quand même de la Shoah par balle. Tout à fait. Ils sont trois en réalité, mais lui, c'est lui qui l'a organisé juridiquement, car il fallait, pour que la Shoah par balle et l'extermination des populations russes puissent avoir lieu, que la Wehrmacht se décharge de l'administration des territoires occupés en Russie au profit de la SS. Et Heydrich, le numéro 2 de la SS, a demandé à Schellenberg, qui était un fin juriste, d'organiser tout ça, parce que tous ces gens sont des fonctionnaires, des juristes extrêmement pointus, et tout ça a été construit par Schellenberg. La Wehrmacht... Mais à côté de ça, donc, il se prépare sa petite retraite en mettant de côté des éléments qu'on n'a jamais découverts, d'ailleurs, qui n'ont jamais été dévoilés, ça fait partie des archives qui restent scellées, sur la compromission de l'ancien roi d'Angleterre avec les nazis. Ça, on connaît un peu l'histoire. On connaît l'histoire. Hein, mais aussi une grande partie de la noblesse, dites-vous, bien sûr. Britannique. Une grande partie. Oui. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un prochain ouvrage. Ah, voilà. Ça, on parle de... Bon, alors, puisqu'on est avec la Grande-Bretagne, puisqu'on est avec les Anglais, on va rejoindre tout de suite Michel Faure, qui va nous parler donc de cet inconnu, sans doute l'inconnu le plus célèbre au monde, puisque finalement, on ne sait pas grand-chose de Charles, le prince de Galles, mais qui sera bientôt, on s'en est rendu compte à la mort de son père, le roi d'Angleterre, si tout se passe comme prévu. Bonjour Michel. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu, avant de quitter Paris, il y a une grande campagne de publicité pour Europe 1 qui pose des questions incongrues, qui montrent que le monde change,
des questions auxquelles la radio peut éventuellement répondre. Et il y en a une qui interroge la reine dans Élisabeth est-elle éternelle? La réponse, c'est votre livre. Il y a donc un après Élisabeth, et cet après s'appelle Charles. On a du mal à le croire et on le plaint déjà, en fait. Alors, c'est un personnage qui, effectivement, était, dès la naissance, voué à attendre son tour, dans une famille où la longévité est assez remarquable. Et il est probable qu'un jour il succède à sa mère, mais c'est pas du tout certain, parce qu'il est tout à fait possible qu'il meure lui-même avant sa mère. Ah bon? Quelqu'un ne serait jamais roi. Mais bon, est-ce qu'il s'impatiente? D'abord, une première question, la question la plus évidente. Est-ce qu'à votre avis, il est encore impatient de monter sur le trône? Je pense qu'il n'a jamais été tellement impatient. Il a plutôt eu, il a appris très vite, très tôt, qu'il fallait qu'il attende dans la vie et que finalement, il aura toujours eu cette espèce d'attitude distante, en quelque sorte, de s'occuper du pays de Galles, de faire un peu son métier de prince de Galles, de faire différentes choses absolument, certaines admirables et d'autres un peu ridicules, mais il aura quand même, ce sera trouver une occupation qui lui a permis finalement de jouer un rôle. De traverser l'existence en étant un porte-manteau plutôt valorisant pour ceux qui l'accompagnaient. Alors, on l'a vu, la larme à l'œil derrière aux obsèques de son père, et on a été surpris, mais en même temps, c'est très surprenant finalement d'être surpris, puisque avoir un peu d'émotion devant le cercueil de son père, c'est normal, c'est naturel. Hein. Oui, moi je crois d'ailleurs qu'il s'était réconcilié en partie avec son père. Il a eu une enfance un peu difficile à cause de Philippe, qui pensait que Charles devait lui ressembler. C'est-à-dire un espèce de macho suprême et cavalier, joueur de polo, grand marin, etc. Et Charles, qui était chétif et pas très attiré par tout ça, a fini par se plier à la discipline de son père, aller dans des écoles abominables, notamment une école en Écosse où il était très malheureux. Et puis finalement, grand adolescent, il a trouvé il s'est mis dans la peau de son père et il est devenu un jeune homme très, très charmant sur les champs de polo. Oui, mais alors, bon, évidemment, c'est toujours difficile d'être un homme ordinaire quand on est le fils d'un homme extraordinaire. Et ça l'est doublement quand votre mère aussi est extraordinaire. Et dans le cas de Charles, ce qui est très curieux, c'est que finalement, c'est le fils aîné de la reine Élisabeth, c'est le mari de Diana, le mari lamentable, et c'est l'amant étrange de Camilla. Il s'est toujours défini par les femmes, finalement. Alors, il y a deux femmes qui ont compté dans sa vie, et une qui lui a pourri la vie, enfin, je pense. Hein. La première, c'est la reine, qui a bien sûr une importance décisive dans sa vie. La deuxième, c'est Camilla, qui a été son premier amour, et qui a été un amour contrarié, mais qui, finalement, aura trouvé une flamme tardive et heureuse, parce que maintenant, je crois que la popularité du prince Charles, elle tient beaucoup au fait qu'il a l'air content, qu'il a l'air satisfait, serein. Ça, c'est très important, parce qu'il y a une date importante dans l'histoire récente de la monarchie, c'est 1995, l'interview donnée par Diana à un journaliste de la BBC dans le programme phare qui s'appelle Panorama, et elle raconte à 23 millions de Britanniques absolument stupéfaits son mariage lamentable, son mariage à trois, pour dire les choses, ses crises de boulimie, sa dépression profonde, sa solitude, et tout ce déballage va provoquer, accélérer en tout cas, précipiter le divorce de Charles et de Diana. Et puis 2 ans après, elle meurt. Et donc, on voit bien que l'image du prince elle-même est très affectée par ça, l'image de la monarchie en général, mais l'image du prince lui-même. Est-ce que le fait d'avoir dévoilé tout récemment, grâce à une commission d'enquête présidée par un juge de la Cour suprême, un ancien juge, à avoir dévoilé que le journaliste qui avait arraché ses confidences était un escroc, lui avait menti, avait manipulé Diana, est-ce que tout ça réhabilite, en quelque sorte, Charles et le restaure un peu dans une forme de dignité de mari malheureux? Alors, je pense que
ce qui a réhabilité Charles, c'est d'abord qu'il a montré être un père attentif à l'égard de ses 2 garçons après la mort de Diana, d'être resté silencieux, ne plus jamais avoir parlé de Diana une seule fois, en public en tout cas, d'elle après son décès, et d'avoir été un homme patient et qui a reconstitué son image petit à petit, avec l'aide d'ailleurs de communicants, mais enfin, il a réussi à remonter une pente qui était très raide, parce qu'il était descendu vraiment au plus bas des sondages, Ouais. et ça a été remarqué, et je crois, et notamment son mariage avec Camilla. Ça a été un moment extraordinaire, parce que ça a effacé un drame qui est maintenant lointain, qui est la mort de Diana, et ça a révélé une espèce de constance, une Oui. dignité dans un amour constant, et ça, je pense que ça a beaucoup plu au sujet du Oui. prince. Et des goûts étranges quand même. Bon, écoutez, on va vous laisser dans votre archipel tellement aimé des Britanniques, avec les Il y a Anglais qui beaucoup vous d'abord. entourent. Merci à vous en tout cas, Michel Faure. Éric Branca, il y a une chose extraordinaire. Donc, on voit qu'on peut avoir une deuxième vie finalement. On peut avoir. L'important, c'est de durer. Et quand on dure, parfois, on accède comme ça, on oublie les aléas de votre carrière. On reprend votre liste quand même de ces 12 salopards, hein, les 12 damnés que vous nous présentez dans ce roman chez Perrin, le roman des damnés, hein, par Éric Branca. Hein. On en vient à Rudolf Diels. Alors lui, Diels, on prononce comme ça? Diels. Alors, Diels. Rudolf Alors, Diels, c'est lui, le c'est le gestapiste. créateur, c'est le créateur de la Gestapo. Il n'a été qu'1 an à la tête de la Gestapo, de 1933 à 1934. Un an. 1 an. Mais c'est Mais il lui a qui a tout fait. tout mis au point. Le système de terreur, la surveillance des Allemands, la police politique et surtout les manipulations. Et la première d'entre elles, l'incendie du Reichstag, dont il est l'artisan. Incendie dont il fait porter le chapeau aux communistes. Oui. Mais en quoi est-ce qu'il a un tel talent qu'on ait besoin de lui épargner la potence? Eh bien parce qu'il connaît le Parti communiste, il connaît les communistes, c'est un spécialiste de la lutte anticommuniste, et les Américains vont s'en servir en le réintégrant d'abord dans leur zone d'occupation, dès 1945. Il travaille réellement pour eux, il est leur salarié, puis ensuite en poussant le gouvernement de la nouvelle République fédérale à le réintégrer dans l'administration, où il va s'occuper de ficher et de traquer les communistes. Mais c'est formidable, il a une vie de fonctionnaire. Vrai. Mais parce que autant son prédécesseur dont on parlait à l'instant, là, le nommé Schellenberg, a sans doute des documents. Il peut faire chanter les Anglais parce que quelque part, il a peut-être la trace de toutes ces compromissions. Autant lui, là, le gestapiste, il a un savoir, mais qui est un savoir qui est quand même... Je veux dire, c'est quelque chose d'assez improbable, 15 ans après, pendant la guerre froide, d'utiliser comme ça un type qui a été... Non, il est considéré comme un professionnel par les Américains. Oui, bon. Alors après, il y a la vedette, il y a le James Bond d'Hitler, Voilà, dites-vous. Scorzeni. Oui, alors lui, pourquoi est-ce qu'on l'épargne? Alors, on l'épargne... Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Pourquoi est-ce qu'on dit le James Bond d'Hitler? Parce que il reste comme le libérateur de Mussolini en 1943. Les planeurs. Voilà, L'opération incroyable, c'est vrai. Voilà, qui est étudié dans toutes les écoles militaires du monde, et c'est lui qui crée vraiment des commandos SS à l'image des SAS britanniques. Et d'ailleurs, quand il publiera ses mémoires, tout le gratin des SAS britanniques lui rendront hommage. Il aura plusieurs préfaces. Il a le physique etc. de l'emploi, il a le courage, il a la chance, parce que l'action de libération de Mussolini, c'était aussi un sacré coup de chance. Et il est effectivement un des précurseurs de ces troupes de choc que sont les services. Alors, il faut ajouter que ce n'est pas un assassin comme les autres, c'est un soldat. C'est un soldat. Ouais, il est soupçonné d'une chose extrêmement gênante tout de même. Il a toujours dit que ce n'était pas vrai. Les Américains l'ont dédouané. Il reste un doute sur le fait qu'il aurait testé des balles toxiques sur des détenus de camps de concentration. Ça n'est pas prouvé, mais c'est essentiellement un soldat. Mais un soldat qui est recherché par toutes les polices du monde à partir de 1945, qui est dédouané par les Américains, qui passe au service de la CIA, et qu'on va retrouver dans les années 60 au service du Mossad, des services secrets israéliens.
et dont un livre qui vient de paraître aux États-Unis, enfin, qui est paru il y a 2 ans, par quelqu'un qui est le contraire d'un complotiste, le Major Gaines, qui est un historien de l'armée américaine, et qui le cite comme un des hommes qui aurait recruté la seconde équipe de l'assassinat de Kennedy, si tant est qu'il y ait eu une seconde équipe. Incroyable. Alors on ne tranche pas, mais c'est tout de même passionnant. Il y a de quoi devenir totalement complotiste, à vous lire. Alors, on passe à Achenbach. Et alors lui ça c'est un cas que tout le monde devrait connaître, parce que c'est un homme public, c'est un homme politique qui est recyclé, racontez-nous l'histoire, qui est recyclé, ou du moins que les Allemands envisagent de recycler à la Commission européenne. Absolument. Achenbach, c'est le numéro 3 de l'ambassade de France pendant l'occupation, l'ambassade d'Allemagne en France pendant l'occupation. C'est le commissaire politique. Quand le numéro 1 de l'ambassade, l'ambassadeur Abetz, est jugé et condamné à 20 ans de prison en 1945, on dit à son procès qu'il dansait, mais que c'est Achenbach qui écrivait la musique. C'est dire l'importance qu'il a eue. C'est l'homme qui a pillé l'économie française. Qui a pillé l'économie française, qui l'a mise à genoux, et on a découvert, bien après, qu'il avait été impliqué dans des rafles et donc qu'il avait, en plus de cette action de pillage, participé à l'organisation de la Shoah en France. Ouais. Alors, il y a un proverbe américain qui dit que la guerre fait les voleurs et que la paix les fait prendre. Eh bien, Achenbach, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. La paix le propulse, finalement, après quelques années. Il reprend son métier d'avocat. Il avait été l'avocat des grands concerns de la Ruhr avant la guerre. Il avait collecté de l'argent pour Hitler, pour le parti nazi. Il était devenu donc ce que j'ai dit à Paris. Et puis, à la Libération, il reprend son métier d'avocat et il fait de la politique. Et il se présente comme député au Bundestag. Et il crée un petit parti qui fait 5% des voix, mais qui est charnière. Il se vend aux coalitions de droite, il se vend aux coalitions de gauche, mais il a une ambition fanatique, et c'est ce qui va le perdre, car en 1967, il a l'idée de devenir commissaire européen, commissaire à Bruxelles. Et là, il y a tout de même des gens qui ont de la mémoire. Toujours le même rêve. Voilà. Bon. Et là, effectivement, c'est trop haut, c'est trop tôt, pourrait-on dire. Voilà. Il est démasqué, le scandale. Bon. Oui, mais un scandale très limité, car il ne sera pas nommé à Bruxelles, mais il reste néanmoins président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, député européen, et il meurt en 1979. Ah, il y a mieux, il y a le chancelier giflé. Kissinger. Alors, lui n'est pas un assassin, c'est un propagandiste. On l'appelait le Goebbels de l'étranger, puisque c'est lui qui mettait dans les tuyaux des radios de l'Europe occupée la propagande décidée par Goebbels. C'est lui d'ailleurs, il a été un des créateurs de RMC. RMC a été créé pendant la guerre. Qui avait la bonne idée d'être installé à Monaco, ce qui lui permettait d'être en dehors de la zone d'occupation. Et lui a été nommé chancelier. Et là, quand il a été nommé chancelier, après avoir fait une carrière extrêmement météorique, il a été dénoncé, reconnu par Beth Klarsfeld, la chasseuse de qui nazis, a atteint la célébrité justement en lui infligeant une paire de claques. Une paire de claques en public devant les télés. Lors d'un congrès de la CDU. Terrible. Bon. Et voilà, et il est parti 1 an plus tard. Alors parmi les honneurs et comme ça, bon, il y a celui que tout le monde connaît, c'est Von Braun, parce que c'est l'homme des fusées, à la fois les U-2 allemandes et ensuite la conquête spatiale américaine. La Lune. Il est dans la voiture de Kennedy, il se fait acclamer. Bon, c'est incroyable. Et puis il y a un personnage dont j'ignorais totalement l'existence, c'est l'ange des maudits. C'est cette femme, cette petite femme. Voilà. Alors, elle, je l'ai gardée pour la fin, car elle les rattrape partiellement. Elle a mis sa célébrité, c'est une aviatrice surdouée, qui a testé les premiers avions en réaction, un pilote d'essai absolument exceptionnel, qui avait une adoration pour Hitler, et qui cependant, fanatique absolue d'Hitler, c'était une hitlérienne, plus qu'une nazie, qui détestait Himmler, et qui s'est intéressée, paradoxalement, au traitement des Juifs pendant l'occupation, qui est allée demander des comptes à Himmler, qui lui a dit « Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte ?» Alors elle a eu le tort de croire Himmler quand Himmler lui a dit que ça n'était pas vrai, bien sûr, mais elle a passé l'après-guerre à se renseigner sur la question. Elle est devenue l'amie d'une grande résistante française qui s'appelait Yvonne Panier, et elle n'a pas occulté son passé, contrairement aux autres. Et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, parce que c'est celle qui donne un tout petit peu d'espoir. Oui, mais en même temps, c'est la femme qui va voir Hitler pour lui proposer, à la fin, dans le bunker, au moment où c'est l'apocalypse, et qui va lui proposer des missions suicides.
Hein, Absolument, c'est des missions suicides, invraisemblable. des kamikazes allemands. Et c'est Hitler qui refuse en disant on a besoin d'aviateurs, etc. Et elle fait ça d'ailleurs avec Skorzeny qui avait l'idée de créer des régiments de kamikazes. Alors, c'est une galerie de portraits absolument extraordinaire quand même, de personnages tragiques, de personnages damnés, c'est vrai, mais qui ont vécu, qui ont été dans les convulsions de l'histoire et qui ont manifesté une forme de génie, parfois le génie du mal, ou une certaine habileté à survivre. En tout cas, ça se lit vraiment, c'est un roman dans le sens où tout est vrai, mais ça se lit comme un roman, on le prend et on ne le lâche plus. C'est publié chez Perrin. Merci Éric Branca. Merci. Ainsi va le monde. Rendez-vous la semaine prochaine.